messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble pour une heure de débat en direct. Nous vous proposons ce soir un numéro d'émission de questions d'actu spécial pour comprendre et analyser ce qui s'est passé au Liban, comprendre et analyser les événements qui ont endeuillé Beyrouth. Une double explosion qui a eu lieu dans la capitale mercredi. Une catastrophe filmée sous tous les angles qui a ravagé près de la moitié de la ville. Un véritable séisme dont l'onde de choc a été ressentie sur l'île de Chypre, à 200 km de Beyrouth. Défaut dans le stockage du port de la ville, négligence ou complot visant à fragiliser le pays. Nul ne sait encore pourquoi. Une masse critique de nitrate d'ammonium était stockée depuis 2014 en plein centre d'une ville. Cet accident couronne une série noire d'événements qui ont touché le Liban. Nous allons tenter de comprendre ce soir quelles peuvent être les répercussions de ces explosions sur un État qui est déjà très fragilisé et quels sont les scénarios qui pourraient suivre ce triste événement. Pour faire ce débat, nous avons le plaisir d'inviter avec nous Monsieur Kamal Mansari. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la publication du quotidien Jeune Indépendant. Nous avons également avec nous Monsieur Mostafa Haddam. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes analyste politique. Oui. Et nous avons également avec nous à distance et par téléphone M. Majid Nama, qui est directeur de publication du magazine spécialisé Afrique-Asie. Bonsoir M. Nama. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un élan de solidarité internationale est intervenu juste après la double explosion qui a touché le port de Beyrouth. Il s'est exprimé à l'issue de cet événement. L'Algérie, elle aussi, bien évidemment, est allée au secours du Liban. 4 avions et un navire rempli d'aide humanitaire ont été envoyés. Regardez les détails de cette opération qui est commentée par Saïda Mayouf. S'inscrivant dans le cadre de sa solidarité et sympathie envers les pays frères et amis, l'Algérie a dépêché à partir de l'aéroport militaire de Boufarik à Blida et à bord de 4 avions de l'armée nationale populaire des aides alimentaires et médicales au profit des victimes de l'explosion survenue au port de Beyrouth au Liban. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, qui a donné le coup d'envoi de cette opération, a réitéré la solidarité de l'Algérie et à sa tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune avec le Liban frère durant cette épreuve difficile et ses lourdes conséquences humaines et matérielles. Suite à cet incident majeur survenu dans la capitale libanaise Beyrouth, ce pays frère, et depuis que nous avons appris cette terrible nouvelle, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, et en coordination avec son confrère, le président Michel Aoun, a présenté les sincères condoléances des Algériens, président, gouvernement, au peuple libanais, à son président ainsi qu'à son gouvernement. Le président Abdelmadjid Tebboune a décidé l'envoi immédiat d'aide au peuple libanais frère pour alléger sa douleur, notamment aux victimes et aux blessés. Cette initiative, que nous considérons d'ailleurs comme un devoir de la part de l'État algérien avec la participation du Croissant Rouge algérien, reflète encore une fois la solidarité de l'Algérie avec le peuple libanais dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Je réitère mon affirmation que l'Algérie demeure solidaire avec tous ses frères arabes et musulmans durant les moments difficiles comme dans les moments heureux. Je tiens à saluer à partir d'ici toutes les équipes qui vont décoller à bord de ces avions, notamment les éléments de notre valeureuse armée nationale populaire, en souhaitant à tous un grand succès dans cette noble mission et nous rassurons le peuple libanais que nous sommes à ses côtés tout en espérant des jours meilleurs pour ce peuple frère. La délégation algérienne est composée d'une équipe complète de 34 éléments de la protection civile constituée de 14 médecins et infirmiers spécialisés en médecine de catastrophe et de 15 techniciens spécialisés en management et logistique. Il s'agit également d'une équipe de médecins composée de médecins spécialistes en chirurgie et réanimation ainsi qu'une équipe de 5 secouristes relevant du CRA. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer grandement leur dévouement et leur grand sacrifice quant à leur entière disponibilité pour prêter aide et assistance à autrui et répondre présent à l'appel du devoir national, ce qui reflète parfaitement la grande générosité du peuple algérien. Il est à noter que cet élan de solidarité vient une fois de plus consolider les relations entre l'Algérie et les pays frères et amis et affirmer la grande compassion de l'Algérie avec le Liban, gouvernement et peuple.
Voici donc pour ce commentaire qui relate l'opération effectuée d'aide humanitaire au Liban, une opération qui a été également faite par plusieurs pays. Il faut dire que les dégâts sont énormes, d'abord humains, près de 150 décès, près de 4000 blessés. Et 300 000 personnes sont actuellement sans domicile fixe, sans compter bien entendu toutes les personnes qui sont actuellement portées disparues, probablement encore sous les décombres. Avant de continuer ce débat et de parler justement de la condition humaine dans laquelle a plongé ces deux explosions, je vous propose d'écouter et de suivre avec nous l'appel à la prière. Merci de nous suivre. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission spéciale questions d'actu dédiée aux événements au Liban. Et cette émission qui est donc en direct, nous le disions juste avant l'appel à la prière, qui a fait énormément de dégâts. Cet événement a causé près de 300 000 personnes sans domicile fixe et près de 3 milliards de dollars de pertes. Des pertes qui ne sont probablement pas encore complètement répertoriées. Une première question pour vous, Majid Nama, qui est avec nous à partir de Paris, mais dont la famille et les proches sont au Liban. Comment vont vos familles, vos proches, et quel est le sentiment actuellement qui prévaut à Beyrouth après cette double explosion? Écoutez, c'est un séisme dimension 9 Richter, c'est du jamais vu. C'est comme c'est une malédiction qui tombe sur le pays. Et les Libanais vraiment n'avaient pas besoin de cette énième catastrophe parce qu'ils étaient déjà confrontés à une crise financière, à un manque d'électricité, un manque d'eau, et tous les problèmes s'accumulaient. Et puis il y a un problème de gouvernance, et voilà que l'explosion la double explosion du port vient, et puis réduire à néant le poumon de ce pays, qui est le port, l'un des plus anciens ports de cette partie de la Méditerranée. Et quand on dit poumon, c'est parce que c'est un acteur essentiel dans l'économie libanaise, basée sur l'exportation et l'importation, sur les services. Et là, tout cela disparaît en quelques instants. Et jetant des centaines de milliers de Libanais sur la route, sans domicile, sans ressources, parce qu'au-delà des victimes qui vont, à mon avis, dépasser les 200 personnes, parce qu'il y a il y a au moins quelques dizaines de personnes qui sont sous les décombres, avec 5 000 ou 6 000 blessés. Tout cela, ça va laisser des traces difficilement surmontables à court et à moyen terme. Mais surtout que les moyens financiers manquent, l'aide économique manque, et puis c'est une économie aussi délabrée, et avec une classe politique quand même très corrompue qui gère mal le pays depuis sa création, malheureusement. Mais c'est un peuple vivant, créatif, qui rayonne sur l'ensemble du monde arabe par sa culture, par sa créativité. Donc tout cela, c'est triste, et c'est une tragédie qui a laissé les peuples arabes vraiment tristes, parce que le Liban, c'est la chanson libanaise, c'est l'édition, le livre, le rayonnement, tout cela, c'est le Liban. Mais aussi, c'est la guerre civile qui dure malheureusement depuis des décennies. Et depuis sa création, aujourd'hui, le Liban devait célébrer le 100e anniversaire de sa création par la France en 1920. Et c'est un triste anniversaire, finalement. Le Liban est confronté. Ces événements viennent à un moment, effectivement, vous le disiez, un moment très, très difficile où le moral est au plus bas. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut considérer que les aides humanitaires, que l'élan de solidarité, on l'a vu notamment par le biais de l'Algérie, peut venir justement à l'aide d'une population qui est déjà en grande difficulté, comme elle, Mansari? Il faudrait d'abord tenir compte de la situation du pays actuellement sur le plan économique, la disparition des infrastructures
qui servait justement à faire marcher l'économie et en plus maintenir quelque peu ce qui reste un petit peu du pays, c'est-à-dire en matière de gouvernance et en matière de confiance entre les gouvernants et la population. Aujourd'hui, c'est un pays qui a déjà vécu des drames, et ce drame-là a été inattendu, c'est-à-dire de par son ampleur. Lorsqu'on a vu les premières vidéos circuler sur les réseaux sociaux, on était loin de penser à quelque chose qui ressemblait à une explosion atomique à Hiroshima. Ça a été justement perçu de la sorte, notamment par ceux qui sont surtout les victimes et surtout ce qu'on appelle le jour d'après, quand on a vu les dégâts. On était loin de penser que tout un port, toute une ville était pratiquement disparue et une ville sinistrée, et c'était la capitale, c'est la vitrine du pays, en même temps le port est le poumon du pays. Maintenant, qu'en sera-t-il? Est-ce que les aides humanitaires vont suffire? Mais c'est ce qu'il faut faire justement dans pareilles circonstances. Donc la première chose, c'est de sauver ceux qui peuvent être sauvés, guérir ceux qui sont blessés, et en plus procurer des toits pour ceux qui sont des sans-abri, et en même temps recommencer la reconstruction. L'Algérie a certes fait ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire avec les 4 convois qu'elle a envoyés plus du navire. D'autres pays se sont mis à contribution. Maintenant, c'est cet état-là qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire un couloir humanitaire, créer ce couloir humanitaire, un corridor humanitaire pour pouvoir venir en aide aux Libanais. La question il y a des éléments auxquels ont été cités par M. Némé. C'est vrai que le pays déjà était passé par une crise, d'abord politique, qui s'est transformée en crise économique et qui a exacerbé davantage la tension. Et ce malheur-là vient à un moment où c'est presque, il n'y a plus de détails, il n'y a plus de gestion. On s'est posé beaucoup de questions, sont aujourd'hui posées sur la capacité de l'État de gérer un port, la capacité de l'État de pouvoir avoir l'œil sur tout ce qui se passe, de toutes les infrastructures qui se trouvent dans le pays. Et avec le regard du citoyen libanais qui est en bisbille avec les autorités. Très critique, un regard extrêmement critique. Et là, cet incident-là conforte sa thèse que ce pouvoir, que les autorités actuelles au Liban sont défaillantes et n'ont pu ramener que le drame à ce pays. Ça rappelle un vieux démon, effectivement, on va en parler, mais je rappelle à nos téléspectateurs que ce que nous voyons à l'antenne, c'est l'arrivée justement des aides algériennes au Liban, donc des aides qui, comme vous le disiez, comme El Mensari, consistaient en 4 avions et un navire rempli d'aides humanitaires qui, donc, comme vous le voyez, sont arrivés en terre libanaise à Beyrouth. Kamel Hadam, c'est un petit peu ce que disait Kamel Mensari, ça arrive à une période tellement critique que même les aides humanitaires semblent faire l'objet pas de conflits, mais de suppositions. Certaines factions politiques disent que les aides ne doivent pas être dirigées vers les tenants du pouvoir actuel, que ce sont des personnes qui sont corrompues, qu'il faut que les aides aillent plutôt vers les ONG parce qu'il n'y a pas de confiance. Est-ce que justement la première étape, c'est-à-dire celle de tendre la main, risque d'être difficile? Je pense que d'abord, il faut ramener une aide humanitaire à sa juste proportion. Une aide humanitaire, c'est une aide palliative à un moment donné. Elle n'a pas pour objectif de relancer et la construction et la prise en charge des problèmes cumulés de mauvaise gouvernance. Cette aide humanitaire sera insuffisante parce qu'on parle de 200 morts et autant de disparus peut-être, de 5 000 à 6 000 blessés, avec un système de santé déjà éprouvé, avec un système de santé pour la majorité de nos concitoyens qui ne le savent pas, 80% du système de santé au Liban est dans le privé. Et puis tous les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable, qui étaient là avant, au problème d'approvisionnement en électricité, c'est-à-dire que le système de santé s'est effondré et il ne pourra pas faire face aux problèmes actuels et à cette catastrophe. Maintenant,
la crise de confiance. Les aides humanitaires envoyées par les États, il y a, si vous voulez, des traditions. Elles sont destinées aux États. C'est-à-dire que l'État algérien envoie ses aides à l'État libanais. Le reste des problèmes qu'il y a à l'intérieur du Liban, cette crise de confiance entre les gouvernés et le gouvernant, est un problème interne au Liban. Il y a d'autres aides qui sont apportées par des ONG, par des organisations non gouvernementales et qui sont destinées directement à des organisations non gouvernementales. Nous avons vu l'aide qui a été acheminée par la Croix et le Croissant Rouge international, qui ont été mis à la disposition de la Croix-Rouge libanaise. Nous avons vu d'autres aides. Je disais au début que le drame doit être apprécié aussi sur sa dimension humaine. Nous parlons de 300 000 sans-abri. Et moi, je ne fais pas trop confiance au bilan, parce que les bilans sont très fluctuants. Ils vont changer d'heure en heure, mais nous sommes véritablement devant un drame. Maintenant, un gouvernement qui a été incapable de gérer la paix, est-il capable de faire face à une situation de crise aiguë comme celle induite par la double explosion? Et ces problèmes de gouvernance sont structuraux. Ils ont un prolongement dans l'histoire, ils ont un prolongement dans le fonctionnement des institutions, dans le système confessionnel. Justement, on va en parler. L'ADN du pays des Cèdres tend justement vers la complexité. On va parler de ces éléments endémiques au Liban et également aussi étrangers. On va commencer d'abord par ce qui est factuel et la déclaration du président libanais, Michel Aoun, qui évoquait la possibilité aujourd'hui, lors d'une intervention face à la presse, que ce drame ait pu être provoqué par une intervention extérieure, parlant d'un éventuel missile ou d'une bombe. C'est en filigrane ce que voulait dire le président libanais. Majid Nahama, comment analysez-vous cette déclaration qui, pour le président libanais, pour un président qui met qui met un peu le pied dans la soupe, qui quelque temps plus tôt disait qu'il y avait une enquête qui devait se faire et c'est l'enquête qui devait déterminer quelles étaient les raisons de cette double explosion. Oui, tout à fait. Il a bien précisé que c'est-à-dire il a privilégié la thèse de l'accident. Et c'est ce que tout le monde privilégie jusqu'à maintenant, y compris le Hezbollah, le leader de Hezbollah qui vient de parler ce soir. Et de son discours, on comprend quand même que c'est de la négligence. Comment on peut déposer depuis 2014 une telle quantité de produits inflammables, explosifs, bien que les services de sécurité et l'armée avaient demandé le retrait de ces produits. Il y a un juge qui a refusé d'en opérer. Mais le président libanais parle d'une éventuelle intervention extérieure. Ces propos permettent Tout est possible, c'est-à-dire qu'il ne faut rien exclure. C'est ça le sens de la phrase du président Aoun. Il ne faut rien exclure. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu un déclencheur extérieur, soit une bombe, soit un missile, mais tout ça, c'est l'enquête qui doit le déterminer. Mais à l'état actuel des choses et des informations dont on dispose, il s'agit bel et bien d'un accident, d'une catastrophe industrielle, comme on l'a vu au Liban, en Toulouse, avec la fameuse usine où il y a eu 32 morts et des centaines de blessés. Donc, des accidents, des sinistres industriels de cette taille, malheureusement, ça existe un peu partout. Nous vivons dans un monde dangereux. Quel est le ressenti des Libanais, justement? Sont-ils dans l'attente d'être informés, de savoir finalement la raison, ou bien sont-ils plutôt encore sous le choc Écoutez, ils se sont donnés, c'est-à-dire 5 jours pour
conclure pour savoir, et tous les responsables du port qui sont liés à cette affaire sont déjà en résidence surveillée. Et il y a déjà des interrogatoires qui ont commencé. Je pense quand même qu'il y a une certaine vitesse dans le déclenchement de l'enquête. Je suis sûr qu'on va savoir qui est qui et pourquoi il y a eu cette négligence. Et je pense que les responsables seront très sévèrement punis. Ça c'est sûr. Mais on n'a pas besoin d'une enquête internationale. On a vu quel est le résultat de l'enquête spéciale sur l'assassinat de Hariri. Ça a duré 10 ans jusqu'à maintenant. On n'a pas le résultat. Et puis ça a coûté aux contribuables libanais au moins 500 millions de dollars jusqu'à maintenant, sans résultat. Vous faites bien de préciser, Majid Nahma, qu'il y a des factions politiques au sein du Liban qui demandent à ce que l'enquête soit internationale et le gouvernement du Liban qui insiste évidemment sur une enquête nationale. Cette dualité, qu'est-ce qu'elle suggère ? Parce que ça suggère que ce sont ceux qui demandent une enquête internationale, ce sont des gens qui ne sont pas attachés à leur pays, qui reçoivent des ordres de l'étranger, parce que l'État libanais, malgré toutes les défaillances, quand même c'est un État qui fonctionne. On l'a vu, l'armée, elle fonctionne très bien, elle est aimée par la population. Et il y a une certaine justice, il y a des juges qui sont corrompus, mais il y a le gros des troupes ne l'est pas. Donc, il ne faut pas casser l'État libanais davantage. Il y a des réformes, parce que le grand problème du Liban, ce n'est pas seulement la corruption. C'est-à-dire, pourquoi il y a des corruptions? C'est surtout le système libanais qui a été mis en place par le colonisateur français, basé sur le communautarisme, le confessionnalisme, et qui produit de tels dérapages, de telles pratiques mafieuses entre les communautés. Chaque communauté voulant s'accaparer une partie du gâteau. Je pense qu'on a compris l'idée effectivement que vous développez, Majid Nahma. Monsieur Haddam, je n'ai pas oublié votre nom, ne vous inquiétez pas. Monsieur Haddam, est-ce que vous pensez que les Libanais vont être convaincus? Est-ce que leur colère va être calmée à l'issue de cette enquête gouvernementale qui est en train d'être faite? Il faut rappeler que le gouvernement libanais, 5 heures après la première explosion, il a été incapable de dire ce qui s'est passé. Nous sommes passés de la théorie des pétards jusqu'à la dernière déclaration du président Aoun qui parle éventuellement d'un missile ou d'une bombe qui a été déposée pour déclencher l'explosion de ces matières qui sont connues pour être des matières inflammables et des matières explosives. Je pense que le problème est beaucoup plus profond. M. Nahma a comparé ce qui est arrivé au port avec l'incident de Seveso. Je pense qu'on ne peut pas comparer ces deux accidents. Dans l'un, nous avons affaire à un accident industriel et les enquêtes ont prouvé très vite qu'il s'agissait d'une négligence grave sur un site industriel, alors qu'ici, il ne s'agit pas d'un site industriel, il s'agit d'un site stratégique. En fait, d'un site stratégique et un site stratégique qui devait bénéficier de toutes les protections nécessaires, de toutes les sécurités nécessaires. Nous sommes devant une situation qu'on appellerait de négligence criminelle. Nous sommes en présence d'une négligence criminelle. Maintenant, M. Aoun, président de la République, a probablement des informations, mais il a demandé lors de sa conférence de presse au président français et aux autorités françaises de leur fournir des images satellites pour voir si au moment de l'explosion il y avait un avion ou un missile dans le... un déclencheur en fait. Un déclencheur. Je pense qu'il faudrait attendre les résultats de l'enquête. Qu'il s'agisse d'une enquête nationale ou d'une enquête internationale, parce que les ambassades des anciennes puissances
sont en train d'enquêter. Oui. L'influence des grandes puissances internationales et régionales sur la politique au Liban est connue. À un moment donné, après les accords de Taïf en 89 et après la constitution de 90, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite était considéré par les opposants aux sunnites comme étant un proconsul. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Oui. Nous allons probablement y revenir parce que la lecture de ce qui arrive maintenant et de tous les problèmes de l'incapacité du gouvernement à gérer cette situation trouve, comme je le disais en début d'émission, trouve ses origines dans la Constitution de 1926, largement amendée en 1927, Oui. où dans l'objectif de la Constitution n'est pas la fondation d'un État, mais la protection d'une minorité et donner le pouvoir à la minorité chrétienne maronite. Oui. À partir de 1927, nous avons assisté à beaucoup d'amendements. Nous sommes arrivés en 46-47 au grand pacte national qui a, si vous voulez, distribué les cartes, mais cela n'a pas empêché la guerre civile. Et après la guerre civile, nous avons eu les accords de Taïf et la Constitution de 90 qui a essayé de sortir du système confessionnel et qui le proclame dans une disposition, je pense l'article 95 ou 98, je pense 95. Mais qui dans les faits n'est pas appliqué. Dans les faits, nous sommes encore dans un État confessionnel. Oui. Et puis il y a le problème des allégeances qui a été soulevé par M. Nerma. Il y a la classe politique est partagée, elle a des allégeances à des capitales étrangères et ces allégeances importent tous les conflits de la région à l'intérieur du Liban, avec les conséquences que nous savons. Oui, alors on vient d'avoir un résumé, un bref résumé un peu de l'histoire du Liban et des raisons qui font qu'aujourd'hui il y a autant de conflits, autant de difficultés à pouvoir gérer la crise à la fois politique mais aussi la crise économique. Est-ce que, la même question pour vous, M. Mansouri, est-ce que vous pensez que les Libanais vont pouvoir être rassurés par ce que va apporter cette enquête qui est en train de se faire actuellement ? Tout d'abord, réclamer une enquête internationale signifierait que l'État n'a pas de souveraineté. Donc c'est une question de souveraineté. Il perdrait sa souveraineté. Et on a vu comment les précédentes enquêtes internationales sont devenues presque des cartes de marchandage et de pression sur le gouvernement libanais, où on a vu des discours périphériques qui se sont greffés à cette histoire de l'attentat de Rafiq Hariri depuis 2005, où on est allé jusqu'à demander une reconfiguration de l'échiquier de la carte politique au Liban qui éliminerait notamment le Hezbollah dans sa partie résistance, c'est-à-dire on désarmerait le Hezbollah, oui, qui était, qui avec son histoire de militantisme, de lutte contre l'occupant israélien. Et justement le socle, et en même temps partagé par de nombreuses factions libanaises qui sont pour que cette résistance se poursuive, parce qu'il n'y a pas l'État, l'armée libanaise ne peut pas elle seule faire face à ce danger qui est aujourd'hui présent. Et les Israéliens récemment, c'est-à-dire pas plus loin qu'il y a 4 jours, ont essayé par des escarmouches de provoquer le Hezbollah, parce que le Hezbollah a acquis une forte expérience de par sa participation dans le conflit syrien, de par sa participation dans le conflit en Irak. Il a acquis de l'expérience et en même temps, il a amélioré son arsenal militaire, il a acquis beaucoup de missiles, donc Nasrallah l'avait annoncé il y a quelque temps, donc il est devenu la cible aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la première des choses qu'il y a eu, c'était de dire que l'entrepôt appartenait à Hezbollah, où il a pu stocker des armes. Aujourd'hui, Hassan Nasrallah a répondu en disant que c'était faux et que même parmi les victimes de cette explosion, il y a eu des militants, il y a eu des membres
mort du Nasrallah, de Hezbollah. La réaction de Aoun était en quelque sorte une manière de tendre la perche à son allié politique. Aujourd'hui, le courant patriotique dirigé par Michel Aoun et Hezbollah sont des alliés stratégiques. Ils ont formé cette coalition issue de l'accord de 8 mars, le bloc de 8 mars, qui fait face à d'autres forces qui sont en train aujourd'hui de pousser vers une enquête internationale justement pour noyauter toute la classe politique. Et en même temps, lorsqu'on n'a pas précisé un détail important, les gens qui parlaient, qui refusaient que les aides aillent directement au gouvernement, parce que ce gouvernement-là, il est justement multiconfessionnel, il a des membres, il a des alliés, il a ses allégeances, et on a peur que des pays qui aujourd'hui offrent leur aide partent à des confessions et non pas à tout le peuple libanais. Le Koweït a fait la contribution du Koweït est énorme, celle de Qatar aussi, l'Arabie Saoudite aussi, mais tous ces pays-là, ils ont leur pion au Liban, ils ont leurs alliés, contrairement, je dirais, à la France et à l'Algérie. L'Algérie n'a pas de complexe dans la crise libanaise. Est-ce que le gouvernement libanais peut garantir justement qu'il y ait une équité dans l'aide, dans la participation à aider les Libanais? Il n'a pas le choix, c'est-à-dire il n'a pas le choix dans le sens parce que ça va être l'effort qui est fait par plusieurs pays et on peut facilement le suivre, même s'il y a peut-être des détournements par-ci par-là, mais je pense que globalement, mais encore est-il, il ne faut pas compter sur cette aide humanitaire. Les pertes causées par cette explosion sont estimées à 16 milliards de dollars et les caisses sont vides au Liban. Donc il s'agit quoi? La présence de la France, pourquoi la France est allée, et le président Macron était le premier chef d'État à aller sur place, parce que la France a toujours joué cet acteur d'avant-garde qui connaît mieux la région, c'est-à-dire à la place au nom de l'OTAN, au nom des Occidentaux, et c'est lui qui a été l'un des gestionnaires de la région dans ces crises multiples. C'est lui qui a coupé pratiquement le Liban de la Syrie et c'est lui qui a été, on lui a donné le mandat, la Ligue des Nations lui a donné le mandat d'occuper, enfin de protectorat. Mais toujours est-il que les déclarations qu'a faites le président français à Beyrouth dans son déplacement, Majid Nama, juste une question par rapport à cela, ont été très critiquées, notamment sur les réseaux sociaux, par beaucoup de Libanais également, comme étant quasiment une question que le président d'ingérence. Voilà, d'ailleurs, le président Michel Aoun a dit qu'il n'était point question qu'on touche à la souveraineté du pays. Il parlait du président Macron et des déclarations qu'il a faites. Oui, tout à fait, parce que c'était un peu choquant de voir un président étranger faire la leçon aux Libanais, comme s'il était encore le haut commissaire ou le gouverneur colonial du Liban. Ça a choqué beaucoup de monde. Je pense, après, il a dû se rendre compte, il a changé de discours l'après-midi. Parce que quand il était en face des foules, il n'a pas su maîtriser son discours. Et puis finalement, je pense qu'il y a des conseillers qui l'ont mis attention où vous mettez les pieds. Mais de toutes les façons, je pense que la visite, la France est responsable aussi de la crise libanaise, comme les États-Unis, comme certains pays du Golfe, parce que les problèmes du Liban ne viennent pas comme ça, c'est-à-dire l'incapacité de l'État libanais. C'est structurel, c'est lié à la naissance même du Liban, comment il a été conçu, un système communautaire. On l'a vu aussi d'ailleurs, ce système confessionnel a été exporté après en 2003 en Irak, et maintenant l'Irak vit la même expérience, la même épreuve, c'est-à-dire un pays ingouvernable, parce que ce n'est plus un État unique qui dépasse les frontières, les fractures sociales. Mais ce sont des communautés qui se juxtaposent. Voilà, c'est le problème libanais. C'est là. D'ailleurs, c'est bien évidemment ce que les médias, évidemment les médias francophones, qui véhiculent cette image de rapprochement, comme vous le disiez, Kamel Mansari, de rapprochement de la France avec le Liban. Dans la composante du Liban, dans la population, est-ce que les Libanais, globalement, sont acquis à cette cause? La France a été mandatée par le camp occidental
pour venir au Liban, l'empêcher de se tourner vers les pays de l'Est. Parce que la Chine a proposé 12 milliards de dollars pour mettre, pour réformer toutes les infrastructures et tout ça. Et c'est un danger pour les intérêts occidentaux. Voilà. Oui. Par exemple, l'armée libanaise, jusqu'à maintenant, elle n'est armée que par les États-Unis et les Occidentaux. Alors qu'il y avait des offres gratuites de la part de la Russie et de la Chine. Et tout ça, c'est une ligne rouge. Donc, le problème de la corruption, dans une corruption, il y a des corrupteurs et des corrompus. Et là, il faut savoir où se trouve caché l'argent des corrompus libanais. Ce sont dans les banques occidentales. C'est en France. D'ailleurs, Macron, il a menacé cette classe de sanctions. Il a dit on peut saisir vos avoirs dans les banques occidentales si vous refusez de réformer selon nos desiderata le système bancaire. Justement, vous faites bien de... Majid Oui. Naama, excusez-moi, vous faites bien de parler justement du rapport, notamment des banques, mais des institutions financières de manière générale, et de l'appui qu'elles peuvent avoir et de l'influence qu'elles peuvent avoir au Liban. Nous avons eu une interview d'un ancien ministre des Finances, également historien et politologue, Georges Corme, à qui nous avons posé deux questions, à savoir quel est d'abord l'impact des explosions sur la rue libanaise actuellement, mais aussi quel regard porte-t-il sur l'orientation des réformes économiques et politiques qui vont advenir, des réformes qui, selon lui, sont traversées et influencées par des courants étrangers. On écoute Georges Corme. Non, mais écoutez, ça va, comme je le disais, ça va augmenter le mouvement de contestation de la population qui de plus en plus rejette toute cette classe politique. Peut-être qu'il y aura un appel à des élections générales, éventuellement, pour calmer les manifestants anti-gouvernementaux qui sont de plus en plus nombreux, qui depuis 2015 sont extrêmement nombreux. Ça reste à voir. De toute façon, le gouvernement était très dévalorisé et donc, à la limite, on peut dire un peu plus, un peu moins, malgré que l'actuel Premier ministre ne sorte pas des rangs des personnalités sunnites politisées, si vous voulez. Sur ces réformes, elles sont faites pour satisfaire au grand capital et aussi avec l'introduction du Fonds monétaire international, elles vont aboutir à des privatisations qui risquent d'être sauvages et de se faire au détriment de l'État. Donc, je pense que les citoyens qui sont devenus maintenant de plus en plus actifs et conscients et qui cherchent à ébranler toute cette classe politique corrompue, ne laisseront pas faire. En plus, les médias sont à coquiner avec les banques et, comme je l'ai décrit par ailleurs toutes ces dernières semaines, aujourd'hui nous sommes dans un régime de bancocratie. C'est l'association des banques qui gère de façon complètement scandaleuse le pays et qui a confisqué l'épargne de tous les Libanais, qu'ils soient résidents ou, encore plus scandaleux, qu'ils soient non résidents. Voici donc une interview que nous avons enregistrée tout à l'heure avec Georges Corme, ancien ministre des Finances, politologue et historien. Pour aller dans le même sens d'idées et pour avancer également dans le débat, Monsieur Hadem, est-ce qu'il y a aujourd'hui des éléments objectifs liés au contexte politique interne et externe qui nous permettraient de croire que ce qui s'est passé il y a 2 jours au Liban n'était pas un accident ? Je pense que nous n'avons pas, en l'état actuel des choses, et pour tous les observateurs, nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments objectifs pour dire qu'il y a eu intervention étrangère. Nous sommes dans une situation de négligence grave. Nous sommes devant une situation où le gouvernement a été incapable de gérer une situation de crise
et cela, les Libanais le disent, quelle que soit leur communauté, quelle que soit leur appartenance confessionnelle. Il y a, si vous voulez, un gentleman agreement entre l'ensemble des Libanais que ce gouvernement a été incapable de gérer les problèmes. Et les problèmes remontent à longtemps. C'est-à-dire que tous ceux qui connaissent le Liban connaissent le problème des inondations qui ont été mal gérées, le problème des ordures ménagères de Beyrouth qui a été très mal géré, le problème d'approvisionnement en eau potable et le problème de l'électricité qui sont des problèmes récurrents et qui sont mal gérés, des gouvernements successifs qui ont été incapables de gérer des activités, j'allais dire, normales, qui touchent à la vie du citoyen, ne peut pas objectivement gérer une situation de crise aussi lourde, aussi dangereuse. Maintenant, si vous me permettez, puisque nous approchons de la fin de l'émission, je voudrais dire trois choses. Tout à l'heure, j'ai parlé du problème d'allégeance de la classe politique. Ce problème d'allégeance de la classe politique a un autre corollaire qui a été soulevé par ces Kemal. Celui qui donne l'argent, c'est celui qui a plus d'influence. Et nous savons qu'il y a des allégeances au sein de la classe politique libanaise envers un certain nombre de pays du Golfe et qui sont en train d'intervenir pratiquement directement dans la gestion des affaires, en dépit de la déclaration de M. Aoun, qui est compréhensible, de défendre la souveraineté de l'État libanais. Mais force est de constater que des pays du Golfe et des puissances étrangères interviennent directement dans la vie politique, et la visite du président Macron et son discours sont aussi une manière de perpétuer cet esprit paternaliste de l'ancienne puissance coloniale, de l'ancienne puissance protectrice. Les problèmes du Liban sont très profonds. Ils sont d'ordre politique d'abord, mais aussi d'ordre économique. La chute de la lire, les scandales à répétition au niveau des banques, dont M. Kolm on a parlé, si vous voulez, d'une manière assez globale, assez générale, une économie quasiment en panne, une économie fondée uniquement sur le commerce. Mais une dette publique de 60-70% du PIB absolument. Aussi. Et une dette extérieure extrêmement lourde. 92 milliards. Absolument, 92 milliards de dollars. Oui. Pour vous dire que la situation est ingérable et que ces deux incidents vont encore mettre à mal, et plus grave encore, risquent de compliquer la situation. Un dernier mot, cet accident pose un autre problème, celui des tentatives de l'ancienne puissance coloniale, au nom de l'OTAN, au nom de la communauté européenne, de maintenir sa domination sur cette région au détriment des intérêts des Libanais. Et les aides proposées par la Chine et par la Russie sont des aides substantielles, mais qui poseront un problème géostratégique pour l'Occident d'une manière générale, et le poids de l'Occident, et la France en particulier dans cette région. Kamal Mansouri, est-ce que vous pensez que les institutions, finalement, sont en panne aujourd'hui au Liban pour venir à bout de la situation que vient de décrire M. Haddam, une situation notamment économique très difficile? Elle est difficile, on a presque l'impression qu'elle est inextricable, et en même temps, quand on soulève le problème du confessionnalisme, c'est-à-dire un pouvoir ou un État géré par des quotas pour l'ensemble des communautés et confessions qui se trouvent au Liban, même si on essaye, il y a des voix qui essayent de demander à ce que cet ordre soit remis en cause, au plan de la société, ça sera difficile c'est une réalité démographique, c'est une réalité sociale, c'est une réalité religieuse et historique. Il est
quasiment impossible, voire utopique, de vouloir croire que ce modèle-là pourrait être dépassé un jour. Une réalité démocratique aussi, est-ce qu'elle l'est? Actuellement, c'est une démocratie consensuelle, c'est ça, c'est ce que décrit M. Haddam en tant que gentleman agreement, et encore, c'est un gentleman agreement qui a eu des soubresauts, des crises, des assassinats répétés, et aujourd'hui, comme on voit des journalistes sur la chaîne MTV qui demandent à tous ceux pour MTV, oui, la chaîne qui appartient à Samir Djadja, qui est lui-même un criminel de guerre. Vous voyez, donc Samir Djadja, il possède une chaîne, et cette chaîne-là demande à ce que tout ce beau monde qui gouverne disparaisse, alors qu'en réalité, c'est une demande utopique, irréalisable. Et en même temps, le Liban, c'est un pays qui a toujours servi de guerre, de puissance par procuration. On a les Saoudiens qui sont en train qui ont serré la main, forcé la main à Rafiq Hariri puis Saad al-Hariri. Maintenant, on a d'autres puissances qui essayent par tous les moyens de pousser vers cette demande d'enquête internationale, justement pour orienter la démarche politique et la solution politique qui visera à coup sûr les intérêts d'Israël. Les États-Unis ont levé la main de Liban parce que toute intervention, toute aide qui va vers le Liban est conditionnée par des négociations qui en faveur d'Israël. Et c'est le cas aussi de l'Arabie Saoudite, qui croit que la presse Hezbollah est inféodée à l'Iran. Donc tout ce pays-là, enfin tout le pays, il est quasiment miné. Donc trop d'acteurs. Et en plus, on le sait dans tous les polars et dans l'histoire que le Liban a été un nid d'espions. La plus grande concentration d'espions dans le monde se trouvait au Liban, à travers l'histoire. Donc il est difficile aujourd'hui de croire qu'on peut reformer le pays si on ne réforme pas toute une société. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Maintenant, sur le plan économique, il y a eu des tentatives, mais ces tentatives-là faites par Rafiq Hariri à partir de 92, grâce à son groupe de société solidaire, il a essayé de faire en sorte à ce que le lira soit stable et soit toujours garanti pour inviter pour encourager les investisseurs, surtout la diaspora libanaise, à vouloir injecter leur argent dans les banques libanaises. Mais on voit aujourd'hui que cette solution a échoué et ça a créé des crises. Et en plus, trop d'argent a suscité la corruption. Et on voit aujourd'hui que le Liban, l'index de la Banque mondiale, il est classé au 138e sur 180. C'est un pays carrément corrompu. Et il est impossible de dépasser ce problème-là qui reste insoluble. Maintenant, est-ce que des pays qui n'ont pas d'intérêt, quelque peu, c'est-à-dire qui n'ont pas de pied, comme la Russie ou la Chine, peuvent faire quelque chose? La Chine, actuellement, c'est la seule économie qui est relativement en bonne santé en dépit de la crise du corona. Monsieur Macron, s'il est parti en Liban, c'est parce qu'il veut, sur le plan intérieur, donner du crédit à sa personnalité, à son travail, parce que le corona l'a un petit peu démembré, l'a un petit peu perturbé, donc il essaye d'acquérir des gains politiques à l'extérieur. Maintenant, donc, toujours est-il que la Chine intervienne, que la Russie intervienne, ou que d'autres puissances, le Liban restera le terrain de lutte et de puissance, et ce sera un jeu de cartes qui sera toujours permanent. Un Liban à qui on souhaite, en tout cas aux Libanais, on souhaite beaucoup de courage, et nous espérons que cette situation puisse être... Nous espérons surtout qu'il puisse être résilient. C'est le souhait des Algériens. Merci d'avoir fait le débat avec nous. Merci à Majid Nahma d'avoir été avec nous en direct à partir de Paris. Majid Nahma, qui est directeur de publication du magazine Afrique-Asie. Merci Kamal Mansari, directeur de la publication du Jeune Indépendant. Et merci Moustapha Haddam, analyste politique, d'avoir été avec nous pour ce débat qui donc a décrypté, analysé pour vous le terrible événement qui a frappé le Liban. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous pourrez revoir cette émission en replay sur YouTube. Très bonne soirée à tous.